Bienvenue dans ce nouvel épisode de remise de clés de conciergerie. Aujourd'hui, on va retrouver un patron de conciergerie jeune, moderne, dynamique et tu verras, il va amener sa conciergerie très très loin. On va retrouver Kevin. Kevin, tu vas voir, il est passé de 3 à 22 biens en seulement 2 mois avec une méthode qu'on n'avait pas encore vue. Suis-nous, on va te montrer tout ça en détail. Salut! Salut Kevin! Comment ça va? Super, ravi de te voir. Bah oui, enchanté. Ça va? Ça fait plaisir? Bah oui, bienvenue chez vous. Bah, top. Merci. On s'installe? Allez. On fait ça. Allez, on passe par ici. Kevin, si tu vois cette boîte, tu sais pourquoi on est là? Ouais, exactement. Pour une bonne nouvelle. C'est le moment. Ouais, félicitations. Merci, c'est gentil. Bravo. Bon, tu as démarré il y a un petit peu plus de 2 mois maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, tu as été déjà livré de 2 biens à Ouais. Carcassonne et à la Grande Motte. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers résultats? Ouais, c'est ça. Bah, on va surtout parler, je pense, de la Grande Motte pour le moment. C'est un studio qui est très très bien placé, presque bord de mer. Et sur celui-là, donc j'ai déjà fait un mois complet. Et du coup, en termes de chiffre, ça donne 500 € de marge sur la. De marge pour la conciergerie. Pour la conciergerie, exactement. Bravo. Donc, Bravo. Avec un studio. Ouais, comme avec un quoi. studio. Ah, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent oh là là, mais moi je veux pas de studio, je veux pas de truc. Mais en fait, tout est une question de type de logement, oui, mais surtout Et de la d'emplacement, gestion. Ouais. De la gestion. et de la gestion derrière, de bien optimiser c'est les bien prix, géré, de bien bosser le truc comme il faut. Bah, l'appart il a été remis propre, les photos sont belles, enfin tout le travail que vous faites en amont hein, de toute façon, mais donc il y a aucune raison que encore une fois il est situé super bien situé, il peut que se louer quoi. Donc je dis pas de bêtises, c'est quasiment du 100%, je crois que c'est 100% de remplissage sur juillet. Donc, Excellent. génial. Ouais, Bravo à toi. Merci. Bravo à toi. Mais tu comptes pas t'en arrêter là? Non. Tu as des grandes ambitions que tu nous as partagées. Alors, quels sont tes objectifs avec ta conciergerie? Bah, bon, déjà, il y a les 4 que vous allez me livrer avec Invest Malin. Et en fait, entre-temps, je me suis associé avec quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre de mon précédent travail, qui avait déjà en parallèle commencé à monter une conciergerie aussi. Bon, il l'a fait en parallèle de son travail, donc c'est une organisation beaucoup plus camping, comme des fois tu aimes le dire. Mais en tout cas, il était dedans. Il a quand même bossé parce il est monté quand même à 15 appartements en parallèle d'un travail. Donc, il était quand même bravo à lui, effectivement. Et donc lui, il avait déjà commencé la partie vraiment montée réseau, etc. Donc c'était une première chose que moi je n'avais pas forcément encore faite. Et en fait, avec Invest Malin, du coup, moi j'ai appris plein de choses via la formation aussi sur la partie automatisation, process, etc. Que je sais du coup que je pouvais lui apporter. Donc on a mis du temps à s'associer parce que je voulais vraiment déjà avoir ce que vous aviez à me livrer pour prendre connaissance, pour apprendre, etc. Avant de commencer l'association avec lui parce que je voulais vraiment apporter ça. Mais du coup là, ça y est, on est associés et donc maintenant l'objectif c'est déjà de consolider son parc existant, parce que là on a à peu près du coup une vingtaine de biens. Mais il y a toute la partie process automatisation à mettre en place et à dupliquer du coup sur ces appartements. Ouais, parce que lui, il a commencé en fait avec un peu tout ce qu'on peut dire de mauvaises habitudes quand on commence à faire les conciergeries, c'est ça? Faut pas le dire trop fort. Avant si vous 3 écoutez, heures mais- du matin, du ça. soir. C'est vrai, c'est un peu ça, à courir un peu Ça partout. n'engage que moi, rassure-toi. Mais oui, à courir partout, à prendre des TT pour s'occuper de ses appartements quand il pouvait. Enfin, les week-ends, du coup, c'est ça que tu fais en plus. Oui, c'est vraiment la gestion à l'arrache, un peu à gérer les urgences au quotidien. Et au final, tu peux pas gérer ton développement et t'es vraiment la tête dans le guidon tout le temps, quoi. Donc effectivement, il était vraiment là-dedans. Donc moi, le but, c'était de lui apporter ça pour qu'il en sorte la tête. Donc là, ça y est, il commence à me remercier, c'est cool. Bravo. Donc là, on commence à vraiment être pas mal sur la partie solidifier son parc. C'était un peu compliqué parce qu'il avait pas mal d'appartements dans une résidence qui n'était pas automatisable, donc il y a eu des choses à mettre en place, etc. Mais là, on commence à voir le jour et puis là, incessamment sous peu, on va commencer le développement via notamment la pub, etc. Avec objectif du coup de doubler le parc d'ici la fin de l'année. On s'est même dit 50, donc on aimerait un peu plus que doubler le parc. Et arriver à plus d'une centaine de biens. Et j'avais un peu ce chiffre des 150 parce que vous en parliez beaucoup. Donc l'idée dans 1 an et demi, c'est d'arriver vraiment sur les 150 biens dans la conciergerie, quoi. Bravo. Génial. Il va falloir y aller fort, mais c'est Bel le objectif. Ouais, Mais exactement. tu vas y arriver. Vous allez y arriver. En même temps, si tu réfléchis bien, en 2 mois, finalement, t'es passé de 3 à 21 en réalité, quelque part, enfin même 22 en réalité. Donc En déjà, prenant un raccourci quand même non, mais on est d'accord, mais c'est un raccourci
raccourci, mais je veux dire, c'est aussi une manière parce que tu sais, tout le monde n'a pas toujours. Enfin, tu sais, il y a plein de gens qui ont envie de faire leur truc dans leur coin, tu vois. Et aussi bien ton associé que toi, c'est une ouverture d'esprit de se dire, bah finalement, je vais donner une partie de mon business, une partie de mon savoir-faire, mais pour grandir plus vite, pour aller plus vite. Lui, c'est très gagnant-gagnant parce que lui, il a eu certains process et tu vas lui permettre d'optimiser certaines choses. Et lui, à l'inverse, t'as amené aussi des contrats d'appartement. Donc finalement, en réalité, si tu réfléchis bien, en 2 mois, tu vois, c'est une façon comme une autre d'aller chercher d'aller chercher des logements. Et donc, j'ai pas de doute sur les 150 et que vous allez taper dedans fort, les gars. Quoi. C'est vraiment l'objectif. Il y a, comme tu le dis tout le temps, il y a un gros marché qui est présent. On le voit, du coup, on le constate nous aussi. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a un gros travail de professionnalisation du secteur à mettre à mettre en place, etc. Et on le constate, quoi, parce que là, du coup, que Luc a commencé à se développer, on commence aussi à discuter avec d'autres patrons de conciergerie, mais pas, un peu plus à l'arrache, quoi, entre guillemets, où ça gère les urgences et tout ça. Et on voit de suite qu'ils plafonnent à 30, 40 biens. Et encore, déjà, quand ils en sont là, c'est déjà beau, parce que quand on le gère de cette façon-là, c'est quand même compliqué. Mais bon, c'est des gens déjà qui ont pas de famille, tu vois, pas de week-end, exactement, pas de vacances. exactement. À minuit, il faut aller faire un dépannage sur place. Enfin voilà, c'est ce genre de gestion. Du coup, la façon de le faire, dont vous le faites et dont vous le transmettez, c'est vraiment vers quoi doit tendre le marché, quoi. Donc, de toute façon, si on veut déjà d'une pour les boîtes, si elles veulent pousser assez haut, t'es obligé, t'as pas le choix. Ouais. Et en plus, finalement, pour les propriétaires. En réalité, c'est un gage de qualité, en vrai, parce que c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se dire « Oh là là, mais attends, ils vont pas vouloir aller à minuit, etc. » Il y a un moment, en fait, il faut que le travail s'arrête quelque part pour que justement, on puisse se concentrer comme il faut. Parce qu'il y a un moment, quand à minuit, tu es en train d'aller dépanner la chaudière de l'appartement, d'un de tes appartements que tu gères, bah, t'es pas en train d'optimiser les prix pour l'autre, t'es pas en train de faire tout un tas de choses qui vont faire que les appartements… Patron, finalement. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, le patron, il n'est pas obligé de se déplacer dans tous les appartements. Après, tu as les équipes sur place, tu as tes partenaires sur place qui sont tes prestataires. Exactement. Donc, mais tu sais, je le compare, moi j'aime bien le comparer souvent à des boîtes alors sans que ce soit péjoratif ou quoi, mais tu sais, les artisans, quand un plombier, n'importe quoi, quand il monte sa boîte, au début il est seul, il court partout, il a 50 chantiers en même temps, il n'arrive jamais à rendre ses comptes en temps et en heure. Donc c'est soit il continue comme ça et c'est le plafond un peu des gens en conciergerie à 30-40 biens, soit tu prends l'autre chemin où tu commences à te structurer, à bosser sur ta stratégie, sur ton opérationnel, tu mets déjà en place, tu structures, etc. et tu peux grossir, comme tu le dis, sur des boîtes plus importantes. Mais c'est ce qui te permet aussi, toi, d'avoir une vie à côté, de pas être dans les urgences tout le temps, quoi. Tout à fait. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est qu'une boîte, en fait, je trouve, t'as besoin d'avoir une taille critique, en fait, pour pouvoir en fait finalement avoir des équipes, avoir des choses. Et en fait, une fois que tu as cette taille critique, en fait c'est là où c'est génial parce que comme tu dis, tu peux te dégager du temps pour toi, tu peux faire différentes choses qui n'ont rien à voir. Et là, ce qui est bien, c'est que finalement même dès le démarrage, en fait, tu peux quand même te dégager du temps pour toi, etc. T'es pas parce que tu prends les bonnes habitudes dès le premier, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis quand tu veux être chef d'entreprise, tu as envie de bosser sur la stratégie de l'entreprise, quoi. Tu vois, t'as pas envie d'aller changer une ampoule à 23h le soir. Exactement. Donc le développement, attraper des nouveaux apparts, faire des stratégies comme ça en place. Sur tout ce qui va autour. Donc tu peux pas. Enfin, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein, tu montes une entreprise, c'est compliqué. Après, tout dépend des ambitions de chacun, les envies de chacun. Ça, il y en a qui veulent juste avoir 3 biens et tout va bien. Et c'est très bien. Hein. C'est tout à fait légitime. Mais c'est vrai que quand tu veux grossir, tu es obligé de passer par un moment où tu te structures et c'est là c'est ce qui te permettra de grossir, quoi, de toute façon. Et je me rends compte d'un truc aussi. Des fois, il y a des personnes qui lancent leur entreprise et j'ai l'impression que tu sais, ils ont besoin aussi d'occuper leur journée. C'est-à-dire en fait, tu sais, t'as des gens en fait, ils ont besoin de montrer en fait qu'ils travaillent et en fait finalement, tu te rends compte qu'ils travaillent et en fait ils prennent pas le recul nécessaire, mais en fait c'est presque une manière de non, je peux pas grossir parce qu'en fait je suis déjà complètement occupé et en fait c'est un espèce de cercle vicieux, mais je pense qu'il y a des gens qui le créent eux-mêmes en fait ce cercle vicieux. On appelle ça un syndrome Parkinson, ça n'a rien à voir avec la maladie Parkinson, mais en fait ça veut dire que quand on te donne en temps donné et tu as besoin de l'occuper, tu vas l'occuper. Ouais, okay. Si par exemple on te donne 1 heure, on te dit tu dois écrire un texte en 1 heure, tu vas prendre 7 heures pour écrire ce texte. Alors si on te dit tu as 1 heure et tu dois écrire 20 textes, tu vas prendre 7 heures pour écrire 20 textes. Donc en fait, le temps, si on le laisse comme ça, on va toujours trouver des tâches à faire. Et en fait, c'est là où on place notre curseur. Ce qui va faire que notre conciergerie va exploser ou pas, c'est là où tu mets vraiment le point focus important sur le développement ou sur une ampoule ou sur un chauffe-eau. Ouais, le one thing. Parce qu'en plus, souvent, c'est des tâches qui font pas avancer le business, quoi, justement. C'est vraiment
vraiment les trucs de l'opérationnel basique sur lesquels tu vas passer du temps, 1 heure, et qui font pas du tout avancer ton business. Donc il y a absolument aucun intérêt. C'est là où tu passes par les étapes de délégation de tout ça, quoi, pour te structurer. Ouais. Complètement. Et puis il faut aussi, en fait, après vis-à-vis des propriétaires, si c'est clair en fait dès le départ, parce qu'en fait l'idée c'est parce que qu'est-ce qu'attend un propriétaire en numéro 1, c'est en fait d'avoir une solution à son problème. Et finalement, je le vois en discutant avec plusieurs personnes qui ont des conciergeries. Par exemple, l'autre fois j'avais une personne qui m'expliquait, qui me dit ah oui mais moi un problème de chaudière à 23h j'y vais. Ouais. Mais en fait, t'es pas plombier. Qu'est-ce que tu vas faire à la chaudière à 23h en fait? Ah bah oui, c'est vrai que souvent j'arrive pas trop à faire grand chose. Oui. Ça fait l'acte de présence. C'est ça. Je me suis déplacée, j'ai fait une action, mais en fait au final elle était inutile. Exactement. Vaut mieux en fait finalement avoir un plombier dans ses contacts et puis envoyer un plombier à 23h à notre place ou le lendemain matin à 8h et s'expliquer, s'excuser vis-à-vis des voyageurs en disant bah c'est pas de chance quoi, la chaudière vient de tomber en panne, ça fait partie de la vie. Et puis le lendemain matin le plombier vient à 8h et lui il va vraiment régler le problème, va vraiment être actif, et je pense que c'est plutôt ça qu'attend un propriétaire plutôt que quelqu'un voilà. Ouais, je suis d'accord. Moi, si j'étais propriétaire, enfin je le suis, mais si je mettais en tout cas des locations pour une conciergerie, je suis pas sûr que ça me rassurait beaucoup d'entendre que la personne en face de moi, effectivement, de 6h à 23h le soir, elle court de partout et qu'elle est tout le temps là au téléphone à gérer les urgences par-ci par-là. Tu comprends bien qu'à un moment donné, ça peut pas. Et puis je pense que soit il n'est pas organisé suffisamment, voilà, soit à un moment elle va finir en burn-out. Par péter un câble, exactement. Voilà. Donc c'est pas gage. En tout cas, peut-être que pendant 6 mois ça va fonctionner, mais tu sais qu'au bout d'un an, il va falloir que tu trouves une autre conciergerie parce que une des deux solutions va se passer quoi. Donc oui, une conciergerie qui est structurée et qui là, tu sais que sur du long terme, c'est un partenariat qui peut être mis en place. Tout à fait, complètement. Et puis en plus, tu parlais de burn-out. Si le patron de la boîte qui gère tes biens finit en burn-out, je pense que c'est pas idéal non plus pour tes biens aussi. Ça, on est entièrement d'accord. Donc c'est pas une façon de monter une conciergerie et de la gérer. Ça c'est clair. Okay. On est d'accord. Et qu'est-ce que tu as fait avant dans ta vie alors, avant de devenir patron de conciergerie? J'ai fait pas mal de choses. Moi de base je suis opticien de formation, donc rien à voir avec tout ça. Je savais pas trop quoi faire, hein. J'ai jamais eu comme certains l'envie de faire un métier et toute ta vie tu le poursuis. Je savais pas trop quoi faire. Au début je voulais faire des études de vétérinaire, j'ai fait ma prépa, je me suis arrêté, il fallait que je trouve autre chose, donc j'ai fait un BTS opticien. J'ai bossé dans une grande enseigne jusqu'à devenir directeur de magasin, gérer des équipes, gérer une structure. Et pour moi, la suite logique, c'était après de monter du coup, j'ai monté ma première boîte, qui était une boîte d'optique à domicile. Donc, le but, c'était de faire les mêmes services qu'en magasin, mais au domicile des gens. Typiquement, les entrepreneurs qui n'ont pas forcément le temps, les maisons de retraite, les gens qui peuvent plus se déplacer. Je trouve que ça, c'est un excellent marché. Je suis sûr qu'il y a un... ça y est, il est en train de décoller là. Il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché. Quand je l'ai fait, il y en avait pas beaucoup. Et là, il y a, du coup, maintenant, il y a les grosses enseignes qui existaient déjà en physique magasin qui commencent à s'y mettre parce que, elles ont compris qu'il y avait un marché à prendre. Et je suis peut-être arrivé même un peu tôt sur le marché parce que c'était pas vraiment connu, donc il y avait vraiment un gros travail pour se faire connaître. Oui, d'éducation aussi, et tout ça. Ouais, parce que les gens n'ont pas l'habitude d'acheter une lunette à domicile. Donc peut-être je suis arrivé un peu tôt, mais de toute façon il y a le Covid qui est passé par là et quand je bossais beaucoup avec les établissements de retraite, maisons de soins, etc. Tout a fermé avant Covid, tout a réouvert 6 mois après, donc j'ai pas pu tenir plus que ça, j'avais pas la trésorerie, etc. pour tenir. Donc il a fallu retourner dans du salariat. J'avais ma première fille qui venait de naître en même temps, donc j'ai quand même voulu retrouver une situation un peu plus stable. Je voulais voir autre chose, je voulais pas retourner en magasin, donc je suis parti dans les cuisines. Je voulais voir un autre produit, une autre façon de vendre, etc. Donc ça a été très formateur parce que c'est un milieu très concurrentiel et que du coup c'est une méthode de vente très ficelée, très carrée, etc. entonnoir, tout ça. Donc ça a été très formateur, c'était bien. Et ça a duré 2 ans. J'ai eu ma deuxième fille et en fait avec ma femme qui commençait aussi à faire le tour, donc qui est de l'optique aussi. On a décidé d'un peu tout arrêter, de partir en voyage en camping-car. Donc on est parti 8 mois. Et c'est pas un petit voyage. Ouais, ça, et avec des petits. Avec les deux petites, ouais. Donc là, vraiment la petite, elle avait 6 mois, la grande, elle avait 2 ans et demi du coup. Incroyable. Et je dis la grande, mais 2 ans et demi. et on est parti comme ça 8 mois, Espagne, Italie, un peu la France, et du coup on a kiffé pendant 8 mois quand on était avec nos filles, et à voir un peu du pays, à visiter, etc. Donc très belle expérience. Ça, c'est le concept de Tim Ferriss, des mini retraites. C'est un concept qui me parle énormément. Parce qu'en fait, tout le monde attend la retraite à 60
ou 70 ans. Et finalement, c'est à nos âges en fait qu'il faut. Enfin, t'es un peu plus jeune que moi, mais c'est maintenant qu'il faut vivre des petites retraites. Et moi, je suis très. Nous, on est très comme ça, c'est-à-dire de dire finalement pendant un mois ou deux, tu vas les stopper complètement, ou 8 encore mieux comme vous l'avez fait, mais tu vas stopper complètement ce que tu fais, ou en tout cas, tu vas beaucoup déléguer, tu vas profiter. Puis après, tu te remets au charbon parce que passer. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais passer toute la vie en camping-car, c'est aussi exactement. T'as envie d'y retourner. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis en plus, j'ai l'exemple dans ma famille proche de ma tante qui est décédée juste après être à la retraite, tu vois. Donc tu sais exactement que la retraite c'est un truc qu'on nous vend en France, mais qui est pas forcément légitime, quoi. Tu sais pas si tu pourras en profiter, etc. Donc c'était l'envie de couper à un moment donné et puis d'en profiter avec nos filles. Et comme tu le dis très bien, au bout d'un moment, t'as quand même les projets qui commencent à recogiter, à te dire après qu'est-ce qu'on fait, etc. Et en fait, moi j'ai un ancien patron qui m'a rappelé pour un nouveau projet. Donc on l'a mis en place, etc. Le business model n'a pas tenu comme on voulait que ça se passe. Et en même temps que ce projet qui s'est mis en place, et c'est là que j'ai vu les premières publicités les premières que moi j'ai vues pour la conciergerie clé en main. Okay. Donc j'ai commencé à creuser un petit peu. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est que le côté entrepreneur, j'ai toujours eu des projets comme ça dans la tête, mais pas sur le côté digital comme on entend beaucoup parler en ce moment, ou vivre de ta passion, monter des e-commerce, des trucs comme ça. J'avais besoin de quelque chose de physique, mais sans pour autant avoir beaucoup de fonds pour lancer une franchise ou quoi que ce soit. Donc quelque part, c'est quelque chose qui mêlait un peu le côté digital, parce qu'il y a quand même plein d'outils. Tout se passe sur Internet, de toute façon, et le côté quand même physique, parce que même si t'as pas forcément des locaux, ça reste un business qui est local, qui sur une région, etc. Donc t'as quand même une notion physique dessus, et du coup qui me correspondait parce que c'était ce que je cherchais, mais sans avoir la problématique de capital de départ, puisque finalement tu peux quand même y accéder assez facilement. Du coup, j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai vu le premier webinaire, et puis après les étapes se sont enchaînées. Et d'ailleurs, t'as quitté ton travail pour lancer ta conciergerie, ou c'était prévu que tu quittes ton travail? Alors, du coup, en ayant vu la conciergerie, je savais que le travail, il n'allait pas forcément durer autant que ce que je pensais au départ, mais ça s'est aussi arrêté plus vite que ce que je pensais, parce que le business model ne fonctionnait pas comme on voulait qu'il fonctionne au départ. Mais du coup, ça a accéléré aussi le côté, je me lance vraiment à 100% dans la conciergerie. Voilà. Exactement. Au début, je pensais peut-être le faire un peu en parallèle aussi en tout cas, commencer la gestion des premiers apparts livrés, tout ça en parallèle du travail. Et puis finalement, ça s'est fait comme ça. Et tu sais, des fois, il y a les planètes qui s'alignent, ça s'est fait comme ça. Je rencontre mon associé là-bas. Au final, il s'arrête un mois après moi, parce que pareil, il n'arrivait plus à gérer les deux. Donc à un moment donné, les planètes s'alignent. Je pense qu'il faut suivre la voie qu'on te montre, et quand on est, comme on dit, le train quand il passe, il faut savoir aussi des fois monter dedans. Donc là, c'est ce qui s'est passé, et aujourd'hui, j'en suis là. Génial. Ouais. Et bravo, parce qu'à la fois pour, je trouve ton tempérament, tout, la résilience aussi, parce que finalement tu as eu une aventure entrepreneuriale. Bon, tu sais bien que c'est un événement extérieur qui l'avait arrêté, et finalement t'hésites pas à te relancer. Il y a des gens qui abandonnent, exactement. Et surtout aussi pour ta grosse motivation, parce que des fois je vois des gens me dire je veux 150 biens, mais toi je trouve qu'on ressent vraiment au plus profond de toi-même que tu vas aller les chercher, quoi. Il y a pas de plan B, quoi. Tu sais, il y a la maturation qui vient entre-temps, parce que l'optique à domicile, c'était il y a 6 ans en arrière. Alors je suis pas encore une expérience de fou, je suis pas multi-entrepreneur, etc. Mais en 6 ans, il se passe quand même beaucoup de choses. J'ai 2 filles, j'ai plusieurs emplois, donc ils me font voir plein de choses aussi. Et quand tu fondes une famille et que ça fait plusieurs fois que tu essayes d'investir, et que tu vois, il y a des événements extérieurs, il y a des choses qui font que ça se goupille pas encore comme il faut, et que là tu vois que toutes les planètes s'alignent, etc. Et que oui, en plus là tu as vraiment envie que ça réussisse, et que c'est un business qui te convient en plus sur ce que tu recherches. C'est comme je disais, quoi. Il y a tout là, il y a vraiment tout qui est aligné pour et en plus la motivation derrière d'avoir une famille, du coup de mettre un peu les gens à l'abri, etc. quoi. Donc ouais. Génial. Et en plus là aujourd'hui t'es plus seul en fait, t'es avec ton associé. Et, de ce que tu nous as dit aussi, ton associé est bien entouré, donc tu peux avoir quand même des contacts, les personnes qui peuvent t'aider dans ce projet. T'en parlais aussi un petit peu, plus ou moins tu t'es toujours associé sur les projets. Je pense que ça change quand même beaucoup de choses. Alors je sais qu'il y en a qui préfèrent s'associer, qui préfèrent ne pas s'associer et faire leur business, et qu'il y en a qui y arrivent très bien, qui montent à des résultats qui sont impressionnants. Et il y a un groupe auquel je pense qui leur devise, c'est Together we achieve more, et à un moment donné je trouve que c'est un bel exemple de réussite à plusieurs, parce que quand t'es plusieurs, forcément, alors oui, au démarrage il faut diviser les revenus, il faut diviser tout ça, mais sur du long terme, pour moi ça fait la différence, et tu vas beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Et quand t'as des gros objectifs sur un business comme la conciergerie, en tout cas je vois pas comment tu peux aller haut et loin sans à un moment donné avoir quelqu'un qui t'épaule
et quelqu'un qui soit complémentaire. Le but, c'est pas de faire les mêmes choses en même temps, hein. C'est encore une fois d'être complémentaire sur plein de choses. On l'est. Je vois clairement la différence si j'avais continué seul ou si là, s'associer. Après, encore, il faut pas s'associer pour s'associer, il faut trouver la bonne personne, il faut que ce soit le bon timing, etc. Mais quand tout ça s'est réuni, je vois pas qu'est-ce qui fait que de pas prendre l'associé et vouloir continuer tout seul, quoi. Non, mais c'est un très bon. Enfin, moi, on peut réussir des deux côtés sans aucun problème, et je pense que aussi chacun, par rapport à à son feeling personnel de ce qu'il a envie. Effectivement, moi j'ai un truc quand même à dire sur l'association où il faut faire super attention, parce que je vois des fois des gens qui veulent s'associer, pour moi peut-être un peu pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'en fait ils sont pas rassurés, tu vois, par exemple, et ils se disent ça va me rassurer d'eux, mais en fait 2 personnes non rassurées sont juste 2 personnes non rassurées en vrai. Donc ça c'est à mon sens un peu une connerie. Je pense qu'il faut aussi quand même pas trop mal se connaître, parce que mine de rien, moi je sais que mon premier associé que j'ai eu dans ma vie sur ma première boîte, on a monté la boîte, 1 mois après on s'est engueulé comme des fous, et c'était vraiment, on était pas du tout, et finalement ça a très bien, parce que je pense qu'il fallait que ça pète, tu vois, pour, ça fait une expérience pour toi aussi. Voilà, il fallait que ça pète pour que justement finalement on s'entende très bien, mais la boîte a failli voler en éclats à ce moment-là, et finalement on a eu une très belle réussite derrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste que c'est important aussi de toujours se dire, en fait, est-ce que la personne elle est aussi fonceuse que moi, ou est-ce que si elle est pas aussi fonceuse que moi, c'est ok vraiment pour moi. Enfin voilà, c'est de connaître la personne. Mais après, quand tu as les bons associés, mais c'est royal, et c'est la meilleure route pour. C'est connaître la personne et bien se connaître aussi, je pense. C'est pour ça que quand ça arrive trop tôt, des fois il peut y avoir on n'a pas parlé des bonnes choses dès le départ. Enfin là, tu vois, avec mon associé, on s'est vraiment posé un premier rendez-vous, on s'est posé pour discuter de nos ambitions, de nos envies communes, etc. Et là, en l'occurrence, il y a tout qui matchait. Donc, à un moment donné, c'est t'y vas, surtout quand t'as envie de t'associer. Je pense qu'il faut avoir une certaine maturité quand même pour pour apprendre à connaître la personne en face de toi, effectivement, et te connaître toi aussi, parce que tu peux avoir des envies, des ambitions, et en fait, quand t'es sur le terrain et quand c'est le moment de passer à l'action, en fait, t'as des envies, mais t'as pas, comme tu disais tout à l'heure, t'as pas les tripes, la flamme intérieure qui te pousse à aller vers ça. Donc peut-être que tu auras vendu des choses à ton associé et en fait tu vas pas les réaliser, ou inversement. Il y a un gros travail à faire en amont, je pense. Il faut pas s'associer pour s'associer, il faut vraiment le réfléchir et bien le mûrir. Mais quand il y a la bonne personne et que l'envie c'est de s'associer, c'est sûr que pour moi ça fait la différence sur du long terme. Et tu parlais de complémentarité. Quelles sont tes forces à toi et les forces de ton associé dans ce projet pour l'amener loin? Du coup ça s'est fait assez naturellement. Alors on a tous les deux des profils assez commerciaux à la base, on est très dans le relationnel, etc. Donc on était plutôt là-dessus nous deux, mais en fait c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que lui il a commencé plutôt sur la partie développement, réseau, etc. Il a des premiers contacts avec les proprios, il a rentré une quinzaine de biens quasiment que sur du bouche à oreille, et moi j'arrive à côté avec des process et des automatisations, etc. Donc en fait c'est assez logique, hein. Moi j'arrive plutôt sur l'opérationnel et de structurer les process, les prestats de ménage, etc. Je vais plutôt bosser sur cette partie-là, et lui il va plutôt être notamment en plus parce que via son groupe il a aussi d'autres filiales, comme je le disais, sur notamment le marketing digital, etc. Donc il va plutôt être sur la partie développement et recherche éventuellement de partenariats, tout ce qui est partie marketing, plutôt sur cette partie-là du coup. Mais en fait ça s'est fait naturellement parce qu'on a apporté, chacun a apporté ces compétences-là dans l'entreprise. Même si après je peux reprendre le relais peut-être aussi sur quand on se structurera sur les équipes, notamment pour gérer un peu plus opérationnel. Je pense que je me réorienterai plutôt avec lui sur la partie développement. Mais dans un premier temps, en tout cas, c'est comme ça naturellement que ça va se mettre en place. Ouais. Excellent. Bravo. Ça fait plaisir. L'association, vraiment, c'est pour ça, je disais, les planètes se sont alignées parce que tout s'est goupillé, et les compétences qu'on avait chacun et qu'on pouvait apporter chacun, c'était ce qu'il fallait pour que l'association se passe bien et pour faire développer la boîte au départ, en tout cas. Ouais, et puis pour avoir finalement un ensemble qui soit là. Ça, c'est vrai que c'est un vrai truc aussi dans l'association, c'est que je me suis rendu compte, j'ai vu plusieurs associations qui se passaient pas toujours très bien, c'est quand tout le monde, a les mêmes compétences et tout le monde a les mêmes défauts, quoi, tu sais. Ouais. C'est bien quand on est complémentaires, mine de rien, quand on s'associe. Parce que quand t'as 2 personnes qui veulent toujours faire les mêmes choses et que ils ont les mêmes choses qui les emmerdent, c'est ça, mais du coup ça peut pas marcher parce que si tu bosses sur les mêmes choses en même temps, en plus non seulement ça marche pas, c'est de la perte de temps, t'avances pas, c'est ça. Mais ça fait partie des choses qu'il faut mûrir en amont, savoir qu'est-ce que va apporter l'associé dans la société en fait. Totalement. Non, et tu parlais de ta famille, de ta femme, est-ce que ta femme sera associée au projet? Comment vous avez vu ce projet? Elle n'est pas associée financièrement dans le projet. Elle a un peu moins dans ce côté entrepreneuriat, tout ça. C'est un peu moi qui l'ai apporté sur le départ, où je me suis beaucoup renseigné sur plein de choses, immobilier, etc. Puisque ça fait aussi partie des envies futures. Mais en tout cas, elle a toujours été derrière pour tous les projets que j'ai eus, pour me soutenir, pour me pousser, pour
elle m'a jamais mis de barrière. Tu vois, des fois, on entend des personnes dire, ouais, mais comment je fais, j'ai ma femme, mon conjoint, etc., qui met des barrières, ça me permet pas d'avancer. Enfin, on disait un peu aussi de la... Change de femme ou change de conjoint. Tu vas vraiment dans le... Je rigole. Non, mais après... mais des fois, il faut. Oui. Des fois, il faut. Parce que quand... Si t'as une personne proche qui te met les bâtons dans les roues et qui t'empêche d'avancer, à un moment, il faut savoir... En fait, c'est un peu comme l'associé aussi, c'est qu'au départ, tu te mets ensemble avec une personne pour certaines raisons qui peuvent évoluer dans le temps. Deux personnes peuvent prendre deux chemins différents. Alors, soit on arrive à les faire coïncider, soit après, c'est plus possible. Et puis, à un moment donné, si tu veux continuer d'avancer, il faut passer à autre chose. Mais bon, là, c'est pas du tout le cas. Elle a son projet aussi de son côté, donc on a chacun nos projets professionnels. Mais par contre, la conscience que c'est un gros projet que je veux mettre en place aussi, que c'est pour la famille aussi que je le mets. Et en fait, dans tout ce que j'ai toujours entrepris, elle a toujours été là pour me soutenir, pour me pousser. Elle suit de loin, elle s'intéresse. Et puis c'est intéressant, quoi, parce que du coup, tu rentres à la maison, tu peux en rediscuter avec quelqu'un. C'est pas forcément coupé. C'est pas cloisonné. Il y en a qui préfèrent, mais là, c'est pas le cas. Et moi, ça me convient comme ça parce que ça te fait encore. Et puis, elle a été directrice de magasin, etc. Donc elle a aussi une expertise qu'elle peut apporter, des conseils qui peuvent être constructifs aussi. Donc ça se passe bien. Après, le tout, c'est de trouver l'équilibre. Mais ça, c'est la partie compliquée de tout entrepreneur. Hein, c'est qu'à un moment donné... c'est au début, en fait, tu es obligé de faire quand même beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Mais en fait, après, ça devient exponentiel, les résultats. Ouais. Et tu as de moins en moins d'efforts. Ouais. En fait, c'est pas très juste. C'est pas très juste. Mais justement, en fait, ça fait le tri naturel, ça, la sélection naturelle. Ceux qui ont réussi cette première étape dure, après, c'est bon. C'est ça. Et je pense que le plus important, tu vois, avec la famille, les enfants, tout ça, c'est en fait, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui... moi, je sais que... Enfin, peut-être ce que je vais expliquer, certains se retrouveront pas là-dedans, mais moi, je sais que j'ai toujours essayer au maximum d'avoir des moments de qualité, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, je suis entrepreneur, je bosse beaucoup et j'ai eu des moments où j'ai beaucoup bossé, j'ai pas forcément beaucoup vu mes enfants, mais par contre, au moment où tu les vois, d'être en pleine conscience, de couper le téléphone, de vraiment être dedans, parce que tu peux passer 12 heures par jour avec tes enfants et en fait ne pas être avec eux, et tu peux à l'inverse passer juste peut-être 30 minutes, mais par contre être tellement en pleine conscience qu'en fait tes enfants, ça a été un super moment, autant pour toi, pour eux, pour tout le monde, et je pense que c'est ça qu'il faut privilégier avant tout, et qui resteront gravés dans les souvenirs. Fais ton lit, fais ta chambre, mange ton petit-déj. À 100%. C'est des vrais moments de qualité, ouais. Non mais c'est vrai, ça je partage complètement ton point de vue, mais même à ma femme, je lui ai toujours dit, il vaut mieux qu'on passe peut-être des fois un peu moins de temps, mais que ce soit des vrais moments de qualité, on sort, on va au resto, on fait un truc, que de rester à la maison, soirée Netflix, et pas se parler, et regarder la télé, c'est ça. Au final, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, c'est la même, quoi. Donc il y a une grosse énergie à mettre au début pour faire décoller la fusée, et puis après, c'est exponentiel. Mais c'est vrai qu'au début, le conjoint ne le voit pas forcément parce qu'elle voit beaucoup de travail, peut-être des fois des moments en moins qu'elle aimerait peut-être des fois partager un peu plus. Il n'y a pas forcément les résultats parce que, en plus, l'argent au début reste dans la boîte. Donc, tu vois, c'est le plus dur. Voilà, ça peut être un peu dur à comprendre, quoi, au début. Donc, il y a aussi un peu du sens, des fois, peut-être à communiquer, hein, de toute façon, c'est toujours la base de tout, hein, la communication. Au final, l'objectif que tu as toujours derrière, c'est ta famille, c'est tes enfants, c'est vraiment de leur offrir aussi la liberté, etc. Donc, en fait, ça vaut le coup d'avoir tous ces sacrifices au début pour l'exemple aussi. Hein. Bon, là, elles sont encore petites, tes filles. Elles sont un peu petites, mais même si, elles imagent pas forcément tout, mais tu vois, elles comprennent quand tu leur dis, là, faut que j'aille travailler. Ce matin, j'avais la grande qui pleurait un peu quand je suis parti, mais tu leur expliques que c'est pour le travail. Et puis au bout d'un moment, elles comprennent. Puis tu leur expliques, c'est pour faire un peu plus, aller au parc un peu plus. Enfin, tu vois, c'est des notions un peu qu'elles peuvent comprendre un peu plus. C'est surtout aussi l'exemple de... moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'éducation à la maison est bien plus importante que l'école. Et à l'école, il y a trop de choses qu'on nous dit pas sur la vie comme elle peut être, et qu'il n'y a pas juste un chemin tracé comme on nous l'explique et comme on nous le montre parfois. Et ce chemin, moi, je le prends aussi pour montrer l'exemple et pour montrer que, vis tes rêves. Réfléchis à ce que tu veux ce que tu veux vivre comme expérience, comme rêve dans la vie, et fais ta vie en fonction de ça. Et t'inquiète, si à 18 ans après ton bac, tu sais pas encore ce que tu veux faire dans la vie, quoi. C'est pas grave. T'as le temps d'y réfléchir. Ils ont beaucoup de chance, nos gamins, des fois, d'avoir des parents qui pensent un peu différemment. Qui pensent un peu différemment, je pense. Et je pense aussi, j'espère en tout cas que cette ouverture d'esprit, parce qu'après, si elles veulent une vie bien rangée et tout ça, c'est leur choix, tu vois, il y a pas de sujet. Mais je pense que quand tu leur montres autre chose, c'est compliqué d'aller chercher une vie bien rangée, une petite vie. Non, tu veux une grande vie, quoi. Tu veux vivre des expériences, tu veux voyager, tu veux tout ça. Forcément, il faut bosser un peu derrière, quoi. Et surtout quand t'as goûté à la liberté, là après, tu peux plus revenir en arrière. Comme par exemple, moi, j'ai connu quand même 10 ans de métro boulot dodo dans des très belles boîtes. J'étais chez L'Oréal, LVMH. T'as vraiment la fierté de bosser dans les boîtes comme ça. Mais quand même, le soir, tu prends ton RER B, t'es triste.
tu sais que le lendemain tu dois y retourner et en fait tu vois pas de vie en fait. T'es vraiment en mode prison dorée et à un moment c'est juste que tu dis stop et quand t'as connu la liberté, revenir dans une prison, c'est juste pas possible. Non, des fois tu fais parce que c'est forcé, mais oui, non, tu le fais pas de plein gré, je pense pas. C'est heureusement qu'il y a quand même le revers de la médaille on bosse beaucoup, c'est dur, c'est beaucoup de pression, c'est une situation instable quand même au quotidien, surtout au début. Mais le revers de la médaille, c'est cette liberté de pouvoir, tu veux couper 1 heure pour aller jouer avec tes filles, tu peux aller couper 1 heure. Là, c'est l'été, on peut aller se baigner, tu vas te baigner 1 heure. Enfin voilà, que tu peux pas faire quand t'as une semaine classique de travail et t'arrives le week-end, t'es en dépression parce que lundi tu retournes. Enfin ouais. Ah oui. Le blues de dimanche. Le blues de dimanche soir. Et là, en plus, l'avantage d'être patron de conciergerie, si tu as des beaux biens, tu peux aussi en profiter avec ta famille. Tu peux les inviter dans des endroits d'exception. J'en ai eu un à Carcassonne qui est pas mal, à pied de la cité. Il y a moyen qu'on le teste un jour. Tu sais que j'ai un membre qui me dit ah ouais mais attends. Je sais pas comment faire, je pense que je vais pas pouvoir le prendre le bien parce qu'en fait j'ai un propriétaire là, il m'a dit qu'il avait un autre bien mais il est à Saint-Tropez et c'est un petit appartement à Saint-Tropez. Je dis mais tu vas pas le préparer? Il me dit ah ouais non quand même Saint-Tropez parce qu'il est dans le nord, il est pas loin de Dunkerque tu vois et il me dit ah non c'est vraiment le bout de la France et tout, je me vois pas. Et puis je dis mais non mais regarde-le différemment en fait. Tu y vas une journée, tu vas passer 2 jours avec ta femme en week-end, tranquillement, dans le bien, t'en parles au propriétaire avant, tu lui dis j'y vais, je fais 2 jours, comme ça je le prépare au top, et puis tu te seras fait un petit week-end à Saint-Tropez, t'auras bossé un peu, mais tu te retrouves avec un bien de plus, Saint-Tropez, en plus, en termes de... Voilà, il y a pire. Ah ouais, j'avais pas vu le truc comme ça. Bah oui, évidemment qu'il faut voir le truc comme ça, c'est génial. Là c'est une belle opportunité en plus. C'est des biens qui seront de qualité, il y a des secteurs qui sont porteurs. C'est dommage de passer à côté. Ah bah jamais. Surtout toi, tu as la volonté de te développer sur le secteur de la Côte d'Azur. Alors principalement pas forcément. Dans un premier temps, oui, parce que c'est ce que vous conseillez aussi dans la première phase de développement. C'est quand même plus facile à développer, à mettre en place les biens, etc. Tu peux te déplacer plus facilement pour les premiers rendez-vous, propriétaires, tout ça. Après, l'idée c'est quand même de taper le marché un peu plus général parce que forcément le potentiel est plus important et que pour faire 150 biens, peut-être qu'à un moment donné, il faudra quand même ouvrir aussi le secteur parce que 150 biens sur la Côte d'Azur, c'est possible, mais il faudra peut-être plus de temps qu'un an et demi pour le faire, quoi. En plus, il ne faut pas te fermer parce qu'en fait, s'il y a un propriétaire, comme on disait tout à l'heure, à l'autre inverse, soit tu as un propriétaire du Sud qui te dit j'ai un bien au Havre, en fait, il faut aller le préparer. Exactement. C'est un bien de plus, il est rentré dans ta conciergerie, c'est parti. Mais effectivement, ça fait sens de chercher plutôt autour de chez toi au démarrage, mais effectivement là le fait de t'être fait livrer avec nous des biens qui étaient plutôt éloignés de là où t'es, parce que en gros je pense que t'es bien à 3-4 heures de route. Ah ouais, j'y vais pas comme ça. Tu peux pas y aller quoi, c'est ça. Et là je sais pas si tu veux nous en parler un petit peu, mais je pense que ça a ouvert l'esprit aussi sur le fait que la gestion à distance c'est complètement possible. Voilà. Mais en fait je vais te dire mieux, c'est que quand la personne donc qui fait l'attribution des biens te pose des questions, tout ça, le rendez-vous il s'est fait en 5 minutes en fait, parce que moi ce que je voulais c'était avoir des biens à distance, parce que déjà c'est ce que vous conseillez, que je voulais éprouver le système, être sûr que vraiment ça fonctionne comme c'est vendu, comme c'est la promesse de vente au final du produit de la conciergerie en main. Donc je voulais vraiment le tester, je voulais vraiment pas des appartes à côté de moi. Et puis là du coup elle m'a dit il y a une propriétaire qui a 4 appartes Carcassonne la Grande Mode, donc est-ce que ça t'intéresse? Oui, c'était ce qui était dispo. Je voulais vraiment parce qu'en plus c'était ce que j'allais apporter à l'association, tu vois, encore une fois dans cette réflexion. Donc moi c'est ce que je lui ai vendu à Sam, donc mon associé, c'était que j'allais pouvoir apporter ça si on s'associait. Et je sais pas si je lui ai mis un peu une vision là-dessus parce que je pense qu'il avait plus une vision un petit peu plus traditionnelle sur la conciergerie parce que c'est ce qu'il voyait plus en tout cas dans son entourage, tout ça, une conciergerie qu'on gère un peu plus sur le terrain, quoi. Et je pense qu'il avait un peu de mal à y croire au début, c'est sûr même. Du coup je voulais vraiment avoir ses biens à distance pour moi déjà éprouver le système, lui montrer que ça marche et du coup après dupliquer sur ça. Et puis c'était pour moi, c'est ce moyen d'automatisation et de process, c'est ce qui te permet on en a parlé tout à l'heure, mais de décoller après, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'était vraiment une volonté. Je sais bien, à chaque fois qu'on en parle, qu'on parle à quelqu'un qui a fait de la conciergerie, il nous dit pas possible. Ouais. Il y a une personne, je sais, qui hésitait à rejoindre les conciergeries clés en main, qui était à 260 biens dans le Pays Basque, tu vois, par exemple, et qui était en train d'en perdre un peu parce qu'il y avait quelques restrictions qui étaient en train de se mettre et tout, qui était stressé. Mais au final, il a eu beau voir tout ça. En fait, c'était trop dur pour lui, il pouvait pas y croire. D'accord. Tu vois. Et au final, il a pas rejoint parce que dans sa tête, il y arrivait pas à conscientiser que c'était vraiment possible parce qu'il avait tellement travaillé, tellement c'était une douleur énorme pour lui en réalité d'être à autant de biens.
Ah non, mais on n'y arrivera pas sur mes biens. Quelque part, tu lui dis, regarde, t'as cravaché tout ça, mais en fait, t'aurais pu faire différemment. C'est dur aussi à entendre. Moi, je comprends. Il y a la barrière limitante et le fait que tu lui remets tout son système de croyances en question et ça n'a pas marché. Ah bah moi, tu peux être sûr, premier appel, je dis à tout le monde, je fais la recommandation, je leur dis les amis, vous allez en discuter comme il faut au moment de l'attribution. Je serai pas là à ce moment-là. Par contre, je vous dis un truc. Là, je l'ai vu, au début, tu sais, on était un peu plus gentil. On disait, t'as envie à côté, oui. Par contre, fais bien attention, te déplace pas. On l'a vu, tous ceux qui ont pris à côté, ils se sont déplacés. La première fois où il n'y a pas eu de clé dans une boîte à clé au moment où le voyageur repart, ils ont attrapé leur double, ils ont été le mettre. Et c'est pas du tout la meilleure stratégie, et c'est surtout une très mauvaise habitude, parce que si demain ils sont à même 30 biens, 40 biens, même on le voit avec par exemple ton associé à 18 biens, où c'est déjà quand même un gros job de faire ça. En fait, c'est pas possible. Et donc moi, vraiment, mon premier mot, c'est tu fais ce que tu veux. Par contre, si j'ai une petite recommandation pour toi, c'est prends-les loin, mais fais-le vraiment de les prendre loin. Parce qu'en plus, pour moi, ce qu'on fournit aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens vont voir ça comme un revenu direct, etc. Pour moi, c'est pas un revenu, c'est juste un bac à sable pour s'entraîner, pour aller faire son propre projet entre guillemets beaucoup plus gros. Et en fait, si le bac à sable à la base, t'as bien joué dedans, t'as fait des beaux petits châteaux, t'as bien pris les bonnes habitudes de faire comme il faut, c'est sûr qu'après ce sera beaucoup plus facile. Et là on le voit, tu t'es en train même d'implémenter, et puis pour les nouveaux biens aussi que tu vas avoir, en fait c'est inscrit dans ton cerveau, c'est possible, il y a plus de doute. Exactement. Si t'avais pas eu des biens à distance, peut-être que ton associé t'aurait mis certains doutes parce que il aurait eu des habitudes. Clairement. Et tu te serais dit c'est vrai que c'est pas con, 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 puis à la fin en fait t'as... parce que lui il avait l'expérience des 18 biens en plus. C'est ça, oui. Donc j'avais aucune légitimité à lui dire non, c'est pas vrai quoi. C'est normal. Donc ma légitimité dans l'association c'était de lui montrer via ces biens-là que non, que ça fonctionne. Et le problème c'est que tu te déplaces une fois, après une fois que t'as commencé à le faire une fois, tu le fais systématiquement quoi. Après c'est ancré qu'il faut se déplacer. Mais en fait ça va avec la promesse de ce que vous vendez, c'est que conciergerie clé en main avec juste la gestion et les messages voyageurs à vendre. Si derrière tu commences à casser le truc en te déplaçant, mais en fait aucun intérêt, monte ta conciergerie à la limite de ton côté. Oui, c'est ça. On va chercher tes 3 biens autour de chez toi et... En fait, c'est vrai que des fois les gens le voient pas, mais pour moi la valeur numéro 1 c'est les process qu'on a su mettre en place, et la valeur numéro 2 c'est d'avoir ton premier bac à sable pour finalement bien t'entraîner là-dessus, et que finalement quand tu vas y aller t'es plus en confiance et tu sais ce qu'il faut faire tout de suite. Parce que on est sur un marché aujourd'hui pour moi de la conciergerie où tu vois on a 4-5 ans devant nous pour prendre notre place, et après ce sera beaucoup plus difficile, c'est sûr et certain, il y a pas de doute. Enfin, ce sera plus difficile de continuer à grandir si on est petit. Si on est grand, ça va, parce qu'en fait le bouche à oreille fonctionnera toujours, il n'y a pas de souci. Je l'ai vu sur plusieurs choses que j'ai fait dans ma vie. Une fois que le marché arrive à maturité, si on a une taille qui est quand même qui est bien implantée sur un secteur donné, il n'y a pas de raison, en fait ça continue à rentrer pour nous, et les biens on continuera à y aller, mais pour les petits ce sera beaucoup plus difficile. Et parce que les propriétaires en fait c'est leur bien, c'est la prunelle de leurs yeux, ils en prennent soin, il n'y a que leurs biens dans leur tête, donc en fait pour faire confiance derrière, donc soit il faut déjà que tu aies un bagage important, tu as déjà des avis clients, etc. Soit il faut qu'ils matchent aussi avec ta personnalité, il faut qu'il y ait une histoire de feeling aussi qui se crée, parce qu'en fait quand tu confies ton bien, c'est comme tu confies ton bébé en fait à quelqu'un. D'ailleurs, s'il y a des propriétaires des biens sur la Côte d'Azur qui nous regardent actuellement, donc c'est le moment de rejoindre la conciergerie jeune, innovante, très dynamique. Avec plaisir. C'est le moment, parce que d'ici 1 an, quand ils ont grossi, ils vont être tellement sélectifs sur les biens, et donc c'est vraiment super important d'avoir aussi ce côté feeling et de confier le bien à des personnes qui ont des grandes ambitions et qui veulent aller loin et qui veulent vraiment structurer le métier, contrairement à beaucoup de conciergeries aujourd'hui qui font un peu ça de manière un peu artisanale, mais l'idée c'est vraiment de professionnaliser, comme tu dis, le milieu, et voilà, donc petit appel aux propriétaires. Petit lien en dessous, vous pourrez laisser les coordonnées, et avec grand plaisir on transmettra. Merci, c'est gentil. Je vous raconte une anecdote sur une conciergerie avec laquelle j'ai travaillé il y a longtemps, et tu vois, tu parlais côté investisseur. Moi je me suis rendu compte, c'est vrai qu'à aujourd'hui on a plus de facilité à signer quand les gens ont 6, 7, 8 biens, tu sais, à te confier, que finalement quand ils en ont un, très souvent, parce qu'en fait la personne elle va droit, elle y va. Et en fait c'était amusant, j'avais bossé avec une conciergerie, et les gars en fait étaient, ils géraient vraiment en mode ultra tu vois, artisanal, et ce qui était le plus fou que j'ai jamais compris, c'est qu'en fait, ils me facturaient 3 à 4 mois
après, mais en fait, je pense que c'est parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils bossaient tellement comme des fous. Ils mettaient 3 à 4 mois pour me facturer, en fait, leurs prestations. Ouais. Et en fait, les gens sont tellement dans eux, il n'y a pas de problème. Hein. À minuit, 1h du matin, j'avais un problème, une télé qui marchait pas. Ils montaient dans la voiture, ils allaient me montrer comment appuyer sur le bouton, tu vois. Ouais. Mais c'en était un truc. J'ai jamais compris comment ils gagnaient vraiment leur vie parce que je me dis, quand tu mets 3 à 4 mois à facturer, c'est juste improbable, en fait, tout simplement. Tu peux pas. Mais c'est pour dire à quel point ils allaient. Et c'est vrai que j'ai même eu plusieurs artisans dans ma vie aussi avec qui j'ai bossé. Je vais faire quand même beaucoup de chantiers. Et je voyais, il y avait des artisans, ils avaient de l'or dans les mains. Et en fait, tu voyais bien qu'ils roulaient pas du tout sur l'or. Alors que pour moi, c'était tellement des gens doués qu'ils auraient dû. Mais en fait, effectivement, quand il s'agissait de te facturer, il y a des fois, c'était moi qui rappelais. Et comme je bossais avec eux régulièrement, j'avais pas envie de faire style, j'ai pas vu la facture. Ouais. Mais par exemple, un plombier m'avait refait entièrement une salle de bain. Je pense qu'il y en avait pour peut-être 5 000 €, quelque chose comme ça. Si je lui avais pas dit, jamais il m'aurait facturé. Ouais, tu voyais pas la facture venir. Jamais il m'aurait facturé, j'en suis sûr, il l'avait complètement oublié parce que je lui ai redit au moins 3 ou 4 mois après. Au fait, tu m'as pas facturé pour ça. Ah oui, je vais m'en occuper, mais je suis persuadé qu'il avait oublié. Ouais. Et ça montre aussi un peu une mauvaise gestion quand même, en quelque sorte. Complètement. En fait, si t'es chef d'entreprise et si. Moi, ils me font peur ces gens-là. Tu dois payer tes prestataires, tu dois. Je sais que j'ai fini par arrêter. Patron. Voilà. Et quand j'ai arrêté de travailler avec eux, par exemple la conciergerie dont je te parle là, où c'est vrai qu'au final le service n'était pas mauvais, mais en fait j'ai découvert pas mal de trucs. Parce qu'en fait, moi, j'allais pas spécialement dans mes biens en tant que propriétaire, j'en avais beaucoup. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de trucs qui avaient été pétés, qui avaient jamais été remontés. Je me suis rendu compte que au moment où j'ai récupéré mes clés, il me restait plus beaucoup de clés. Ouais, ok. Tu vois. Et en fait, tu comprends, tu vois. Et en fait, c'est vrai que d'un œil extérieur, il y a une corrélation entre, tu sais, manque de facture et manque de clés. Mais tu sais, d'un œil extérieur, j'avais l'impression que le boulot était, parce que dans l'ensemble, les notes étaient pas mauvaises, tu vois, tout ça, ça se passait bien. Et j'ai l'impression que le boulot était bien fait parce que les mecs couraient tout le temps. Tu vois, je veux dire, j'avais un problème, comme tu dis, tu sais, au premier abord, en tant que propriétaire, des fois, on peut se dire, ah oui, le gars qui fonce sur ma chaudière à 23h, c'est un mec génial. Ouais. Mais en vrai, c'est pas forcément un mec génial. Exactement. C'est pas gage de réussite derrière. C'est pas gage de réussite et allez faire un tour dans votre bien pour vérifier comment. Voilà. Tu peux pas t'en sortir en travaillant de cette façon. C'est pas possible. Tu peux pas être partout tout le temps. C'est pas possible. Tu peux pas être carré comme ça. Improbable. Du coup, il te manque des clés maintenant. Bon, on va se prendre un rendez-vous ensemble, je pense. Hein, avec plaisir. Dans, je sais pas, dans 6 à 12 mois, on va. Je pense avant. Toi, tu penses avant? Ouais, okay. On fait des paris. Ok. Vu comment il est déterminé avec son associé, je pense que ça ira. Du coup, on n'a plus le choix là. C'est pour lui en plus. Ah bah là, remettre les caméras et tout, on sera obligé de montrer. Et le coup d'après, on descend dans le sud, par contre. Ah oui, on va à Nice. La fois d'après, on va à Nice. Ouais. Ça me va. Avec plaisir. Bon, Kevin, franchement, merci pour cette interview parce que franchement, je trouve que tu dégages un truc, tu donnes envie, quand je t'écoute, tu donnes envie d'aller de l'avant, d'aller soulever des montagnes. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et je pense que les gens qui t'auront regardé auront aussi pour beaucoup cette envie. En tout cas, les amis, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Et si vous avez envie, soit de confier un bien à Kevin, si vous avez un bien éventuellement sur la Côte d'Azur, etc., vous trouverez, ou ailleurs, exactement. Vous trouverez en dessous dans la description un lien. Si vous avez envie de rejoindre les conciergeries clés en main, vous trouverez aussi un lien en dessous. Bref, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. À très vite. Au revoir.